Troisième partie avec Territoire Sénat de cette émission, l'actualité parlementaire et politique et les titres de cette actualité ce matin. Rebonjour Saveria. Bonjour à tous. Nouveau déplacement et nouvelle performance pour Emmanuel Macron hier dans la Drôme. 3 heures de discussion et de débat avec des citoyens. Le président qui assume sa politique. Dans le même temps, les Gilets jaunes annoncent le lancement d'une liste aux élections européennes emmenée par Ingrid Levavasseur. Au Sénat, les AAI, les autorités administratives indépendantes, de nouveau dans le collimateur. Après la polémique sur le salaire de Chantal Joanneau, le président du Sénat, Gérard Larcher, s'inquiète du pouvoir de ces autorités. On en parle dans cette édition. Et puis la fin de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla et surtout l'audition d'Alexandre Benalla, c'est ce dont ont beaucoup parlé les sénateurs cette semaine dans leurs tweets. Quentin Calmet nous en parlera tout à l'heure. Mais tout d'abord, un vote unanime hier au Sénat pour créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. Le Sénat a adopté la proposition de loi de David Assouline. Les médias pourront désormais être rétribués pour l'utilisation de leur production par des agrégateurs d'informations comme Google News ou Facebook. L'idée est de lutter contre la reprise des contenus sans compensation par des plateformes numériques. Ce texte pourra servir de base à une transposition de la directive européenne sur les droits d'auteur, actuellement en discussion. Et puis autre texte adopté hier par les sénateurs, on en a parlé, celui sur la représentation des petites communes au sein des conseils communautaires. L'idée de nouveaux modes de calcul pour représenter plus justement les communes au sein des intercommunalités. Les communes petites et moyennes sont aujourd'hui trop souvent sous-représentées pour être adoptées. Le texte doit maintenant être voté à l'Assemblée nationale. Et puis toujours au Sénat, les autorités administratives indépendantes, les AI, inquiète, je vous le disais en titre, après la polémique sur le salaire de Chantal Joanneau. Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'interroge sur le pouvoir de ces autorités. Présente-t-elle un risque d'affaiblissement du Parlement? C'est les explications de Quentin Calmet. Les AI dans le collimateur du Sénat. Il y a quelques semaines, l'opinion publique découvrait ou redécouvrait la particularité de ces autorités administratives indépendantes avec la Commission nationale du débat public présidée par Chantal Joanneau. Et si certaines comme le CSA, la CNIL ou encore l'autorité des marchés financiers sont reconnues pour leur utilité, il y a quelques jours, c'est avec des mots forts que Gérard Larcher a décrit ces AI. Puisque nous allons cette année débattre de la Constitution et des institutions, il faudra nous poser aussi la question de la multiplication des autorités indépendantes, qualifiées de telles parce que non issues de l'élection. À méditer. Elles ont sans doute contribué à l'affaiblissement du Parlement et d'une manière plus générale à l'affaiblissement de l'autorité politique. Une analyse partagée par d'autres groupes politiques au Sénat, surtout dans le contexte de la crise des Gilets jaunes. C'est le rôle précisément du Sénat. Et ce que je déplore, c'est qu'il faut qu'on découvre le problème parce qu'il y a des manifestations. Enfin, le problème, ça fait un moment d'ailleurs quand nous, on a essayé de le souligner. Ben oui, il y a un petit problème quand même, il y a plus qu'un problème. Ça fait partie de ce démembrement de l'État qui joue depuis 25 ou 30 ans. Bon, c'est ça qu'il faut peut-être. Quelle est la légitimité de ces autorités? Dans un rapport, dès 2015, le Sénat dénonçait le statut de ces AI et après l'adoption d'une proposition de loi, leur nombre était passé de 42 à 26. Mais pour certains, il faut aller encore plus loin. Henri Leroy, sénateur LR des Alpes-Maritimes, plaide pour l'interdiction de certaines nominations dans ces AI au travers d'une nouvelle proposition de loi qu'il entend déposer dans les prochaines semaines. Et puis dans l'actualité Saveria, le nouveau marathon d'Emmanuel Macron dans la Drôme, Valence puis Bourg-de-Péage hier. 3 heures de discussion et de débat avec des citoyens hier dans la Drôme. Dans le même temps, les Gilets jaunes annoncent le lancement d'une liste aux élections européennes emmenée par Ingrid Levavasseur. Pour l'instant, une dizaine de noms ont déjà été dévoilés. Michael Spitzberg. La vidéo date du 5 janvier dernier. Dans ce hangar du journal La Provence, à l'invitation du propriétaire Bernard Tapie, une centaine de gilets jaunes sont réunis pour tenter de structurer le mouvement. Au premier rang, Ingrid Levavasseur et Aïk Chaïnian. Ce sont ces 2 gilets jaunes qui ont lancé le 23 janvier la liste ralliement d'initiatives citoyennes pour se présenter aux élections européennes du 26 mai prochain. Une initiative qui divise cependant parmi les gilets jaunes eux-mêmes pour commencer. Car parmi les 10 premiers candidats connus de la liste Levavasseur, certains sont issus de La République En Marche ou du Parti Socialiste. Ce qui laisse un goût amer à Maxime Nicole, autre figure des Gilets jaunes.
Je ne sais pas qui t'a racheté Ingrid. Je ne sais pas qui t'a donné quoi que ce soit ou qui t'a vendu du rêve. Mais ce que je vois, c'est que tu es en train de trahir des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes qui avaient confiance en toi. Et tu es en train de leur mettre une carotte. Côté politique, c'est un sondage qui laisse songeur. Une liste estampillée Gilets jaunes arriverait en 3e position aux européennes, derrière La République En Marche et le Rassemblement National, en grappillant des voix aux partis ayant soutenu le mouvement. La France Insoumise, le Rassemblement National ou Debout la France. D'où un ton un peu plus critique aujourd'hui. La force de ce mouvement, c'était justement son caractère transpartisan. Et moi, je veux juste qu'on joue à armes égales, c'est-à-dire qu'on sache exactement quelle est leur position européenne et quels sont leurs soutiens et leurs idées, c'est tout. Ce qui fait sourire la tête de liste du Parti communiste aux européennes. Je trouve un peu ridicule ces forces politiques qui ont soutenu la mobilisation des Gilets jaunes et qui maintenant ont l'air de s'inquiéter que des listes Gilets jaunes soient présentes aux élections européennes. C'est la démocratie, c'est normal. Après, j'ai hâte de découvrir leur programme et de pouvoir débattre avec eux de leur programme. Parce qu'une élection, c'est une confrontation de programmes. Reste le risque d'éparpillement des Gilets jaunes entre ceux qui pourraient se rallier à des formations politiques et des nouvelles listes qui s'inviteraient au scrutin européen. Voilà, deuxième interview politique de cette émission. Dans un instant, le face-à-face. À tout de suite. Donc l'interview politique avec Philippe Dominati. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes sénateur d'hiver droite de Paris. Merci d'être là. Absolument. Bonjour Philippe Dominati. Bonjour. Emmanuel Macron était hier dans la Drôme. On l'a vu, 3 heures de débat, de discussion, d'échange avec des citoyens et notamment certains gilets jaunes. Est-ce que ça marche? Est-ce que le président est en train de renouer le dialogue avec les Français? S'il le renoue, c'est qu'il l'avait rompu d'abord. C'est plutôt un bon exercice. On voit qu'effectivement le président est alerte sur un grand nombre de sujets, qu'il maîtrise ses dossiers. Pour autant, maîtriser des dossiers, c'est une bonne chose. Mais ce que les Français attendent, ce sont des actes et des actions sur un programme qui, manifestement, 15 mois après une élection majeure et un débat majeur, parce que normalement ce débat, c'est l'élection présidentielle ou l'élection législative qui suit l'élection présidentielle. Et c'est étonnant. Imaginez-vous, vous montez dans un avion et 1 heure après le décollage, le commandant de bord interroge tous les passagers pour leur poser une trentaine de questions sur l'état de la situation du vol, etc. C'est plutôt inquiétant. En réalité, le président devrait être à l'Élysée, en train de travailler sur des dossiers de fond, quand il était à comme le l'Élysée, Brexit. on lui reproche d'être enfermé dans sa tour d'ivoire et de ne pas écouter les Français, dans la justement. tour d'ivoire. Donc c'est une bonne chose qu'il renoue le contact avec les Français. Nous avons besoin de cela, c'est-à-dire les Français et les corps intermédiaires ont besoin d'une écoute. Tant mieux si le président écoute. C'est dommage qu'on ait perdu 15 mois pour recommencer un débat national, puisqu'on sortait d'un débat national, et surtout un programme qui prend du retard. Donc vous dites tant mieux, ça on l'entend. Est-ce que maintenant, alors il a rencontré hier quelques gilets jaunes, est-ce qu'il doit véritablement rencontrer une délégation des représentants des gilets jaunes désormais ? Écoutez, on ne peut pas choisir ses interlocuteurs pour résoudre un problème. Il y a normalement un Parlement, il y a des syndicats, il y a un certain nombre de métiers qui sont directement impactés. Il est temps de passer au travail et aux travaux pratiques, parce que l'écoute, c'est une bonne chose, mais le nombre de réformes qui ont été annoncées et qui ne sont pas sur la table, on est bientôt à mi-mandat, c'est ça, moi, qui me préoccupe. Normalement, on devait avoir un nouveau cycle de réformes avec une nouvelle politique. 15 mois après, on est au milieu du gué et on ne sait pas trop où on va. Alors, Laurent Wauquiez et Emmanuel Macron se sont vus hier, les Républicains qui ont changé leur stratégie sur le... Je vous ferai réagir après, parce que je sais que vous n'êtes plus membre des Républicains. Les Républicains qui ont changé leur stratégie sur le grand débat. Les militants, aujourd'hui, les militants de droite sont invités à répondre à un questionnaire avec au cœur de ces questions le thème de l'immigration. C'est un sujet de Jérôme Rabier. Les Républicains participeront au grand débat national, mais avec leur propre thématique. Pas question pour Laurent Wauquiez de se calquer sur le format présidentiel. Le patron du parti a donc envoyé son propre questionnaire aux militants de son parti. Oubliez l'écologie et l'organisation de l'État, les Républicains lui préférant 4 thèmes qui constituent pour eux la priorité. Les adhérents peuvent ainsi répondre sur comment réduire la dépense publique pour baisser les impôts, comment sortir de l'immigration de masse, comment adapter notre droit à la lutte antiterroriste et mettre en œuvre la tolérance zéro contre les délinquants. Et parmi les 19 questions posées, la plupart évoquent les positions les plus dures du président du parti.
Sur la question de la dépense publique, les militants doivent se prononcer sur le passage des fonctionnaires aux 39 heures pour réduire leur nombre. Sur l'immigration, une question porte sur le retour systématique des bateaux de migrants sur les côtes africaines. Côté lutte antiterroriste, c'est la rétention administrative des individus fichés pour radicalisation les plus dangereux qui est soumise à approbation. Enfin, côté délinquance, une des questions porte sur la castration chimique des violeurs multirécidivistes. En parallèle de ce questionnaire, un groupe de travail de 4 sénateurs, 4 députés et 4 élus locaux est constitué. Et des réunions se tiendront au siège du parti, avec comme objectif de faire remonter d'ici au 15 mars les préoccupations des Républicains, qui comptent bien peser dans ce grand débat national. Philippe Dominati, c'est une bonne chose que la droite décide finalement de participer à ce grand débat? Écoutez, d'abord, la droite, elle doit se recomposer et se restructurer et retrouver des idées qui correspondent à ses convictions. Laurent Wauquiez s'en est trop éloigné aujourd'hui? Oui, lui aussi, il a coupé malheureusement les ponts. Il s'est enfermé dans une sorte de cénacle très privé de dirigeants qui veulent durer, continuer à rester. Et en réalité, il n'arrive pas à rassembler. La principale difficulté que nous avons actuellement dans le pays, c'est qu'il n'y a pas un opposant crédible face à Emmanuel Macron. Et ce n'est pas Laurent Wauquiez, cet opposant crédible. En tout cas, au bout d'un an d'exercice, il démontre qu'il a des difficultés à rassembler et à convaincre. Et on voit bien que dans le débat national, une grande formation politique de centre-droit de l'opposition manque. C'est pour cette raison que vous avez décidé de quitter le parti Les Républicains ? À cause de Laurent Wauquiez. Il n'y a pas de réflexion, par exemple, sur la politique économique. On dit d'un côté pas de taxes nouvelles, et le groupe républicain au Sénat, au mois de décembre, vote des taxes nouvelles en Île-de-France, sur les parkings, sur les bureaux, pour financer des transports publics. Un jour, on vous dit, je suis pour l'augmentation du SMIC à 20%. Par exemple, et le lendemain, on parle de la dépense publique. Il n'y a pas eu de réflexion sur le programme économique des Républicains. Il n'y a pas de réflexion, je dirais, sur la démocratisation ou sur la volonté de mener des combats politiques. Par exemple, en Île-de-France, nous avons la mairie de Paris dans très peu de temps. C'est la pagaille la plus noire dans la droite et le centre. Eh bien, il va falloir remettre de l'ordre. Et Laurent Wauquiez n'est pas un interlocuteur. Il n'y a personne au bout du fil. Éric Ciotti, Brice Hortefeux disent que si Laurent Wauquiez si la liste Les Républicains fait moins de 12% aux européennes, Laurent Wauquiez devra faire ses valises. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est le problème des adhérents et des structures du Parti républicain. Je pense que lorsqu'il y a un échec, généralement, on part. Philippe Dominati. Dans une entreprise, lorsqu'on parle de responsabilité toute la journée, si vous menez l'entreprise à la faillite, vous en tirez les conséquences. C'est dit. On en vient maintenant à votre actualité ici au Sénat. C'est la loi Pacte. Le texte est examiné à partir de la semaine prochaine. Vous êtes vice-président de la commission spéciale sur ce texte. Tout d'abord, quel est votre regard sur cette loi qui, je le rappelle, elle prévoit de faciliter avant tout le développement des entreprises et de la croissance? Oui, il y a plutôt de bonnes choses dans la loi Pacte. Il faut faciliter effectivement le développement des entreprises. Il y a certaines corrections, elles sont surtout techniques, elles ne sont pas majeures. On pourrait penser à d'autres choses, mais généralement ça va dans le bon sens. Alors en revanche, il y a un aspect de cette loi qui vous concerne et qui divise les politiques, qui divise les sénateurs, c'est la privatisation de certaines entreprises publiques stratégiques et notamment ADP, Aéroport de Paris, ou la Française des Jeux. Quel est le problème avec la privatisation d'ADP? Écoutez, moi je suis plutôt un partisan de l'économie libérale. Oui. Je suis même un peu spécialiste au Sénat dans ce domaine. Alors justement, et là, c'est au contraire choquant. C'est d'abord choquant parce qu'il ne s'agit pas d'une politique libérale, il s'agit de céder un monopole. Un monopole qui rapporte des revenus importants à l'État et aux structures en Île-de-France. Bon. Et l'État, en l'occurrence, vend les bijoux de famille. Et il les vend dans des conditions, je dirais, pas très heureuses. Parce qu'en réalité, on sait qu'il y a très peu de candidats. On veut même exclure les groupes étrangers, ce qui semble naturel lorsqu'on voit les problèmes soulevés par la privatisation à Toulouse. À Toulouse, l'État a vendu à un actionnaire qui aujourd'hui revend 3 ans après en faisant une plus-value d'à peu près 50%. Et les Chinois à Toulouse veulent revendre parce que les dividendes ne sont pas assez importants. Voilà. Il y a aussi le mauvais exemple de la privatisation des autoroutes. C'est ça que vous avez en tête? Alors effectivement, il y a le problème de la valorisation, où l'État a été un mauvais actionnaire dans la mesure où il n'arrive pas à valoriser son capital. Les autoroutes, je vous rappelle, c'était pour 30 ans. Et au bout de 12 ans, toutes les sociétés qui ont bénéficié des concessions
ont remboursé leur mise de départ. Là, on parle de 70 ans. Et d'ailleurs, lorsque le président d'ADP vient devant la commission spéciale, il dit, vous savez, la valorisation de l'entreprise, elle est importante, puisqu'elle représente 30 fois les bénéfices. Mais sur 70 ans, c'est pas si important que ça. Parce que ça veut dire qu'il y a 40 ans de bénéfices à engranger. Pour une entreprise qui serait dans une situation stable. Or, on sait tous qu'il y aura une augmentation importante du trafic aérien, ne serait-ce que dans les 20 prochaines années. Et puis enfin, aucun client de l'entreprise ne le souhaite. Aucun syndicat ne le souhaite. Lorsqu'on parle de la raison sociale de l'entreprise, dans la même loi, commençons peut-être par celle-là. Si les acteurs, si les gens qui y travaillent disent « ça serait une nécessité, nous avons besoin de capitaux pour le développement », mais ce n'est même pas le cas. Le président de ADP dit que ça soit privatisé ou pas, on n'a pas besoin de capitaux pour nos développements, puisque l'entreprise en fournit suffisamment pour assurer son développement. Que vous répond le gouvernement, que vous disent vos interlocuteurs actuellement? Nos interlocuteurs? Ils sont inflexibles? Sur la privatisation, il n'y a pas d'interlocuteur. En réalité, il y a un projet de loi. J'imagine que vous discutez avec Bercy. Ah non, on ne discute pas avec Bercy. On a eu une audition du ministre des Finances qui est venu dire voilà la loi telle qu'elle a été présentée à l'Assemblée nationale sur ce sujet très précis d'Aéroport de Paris. Ça s'est passé en séance de nuit à l'Assemblée nationale. Il y avait, à ma connaissance, même pas 3 députés de l'Île-de-France et de Paris concernés. C'est quand même problématique. Donc là, moi qui suis plutôt favorable parce qu'en général l'État est un mauvais actionnaire, je suis résolument hostile à la privatisation et j'appelle les Parisiens et les Franciliens à se mobiliser parce qu'effectivement le gouvernement veut escamoter, je dirais, ce sujet et je crois qu'il doit être rendu public. C'est l'occasion du débat public. C'est dit, merci. Dominati, vous avez été président de la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales 2011-2012. Depuis cette époque, est-ce que les choses, selon vous, ont changé? Est-ce qu'on lutte mieux contre l'évasion fiscale? Oui, on améliore, je dirais, les techniques de lutte contre l'évasion fiscale, heureusement. Heureusement, cela se produit d'abord parce que les parlements, mais surtout les États, ont besoin d'argent, et à commencer les États-Unis d'Amérique. Et à partir du moment où l'Europe, l'Amérique et tous les grands pays développés ont besoin pour leurs finances publiques de recettes, on lutte mieux contre l'évasion fiscale. Mais les grands groupes internationaux, effectivement, bénéficient de l'optimisation fiscale. Et c'est-à-dire qu'ils vont chercher la fiscalité là où elle est la plus douce. Un pays comme la France, sur ce plan-là, est évidemment peu attractif et on est assez pénalisé. Donc on est obligé de trouver des solutions, je dirais, pragmatiques. Merci Philippe beaucoup. Dominati, sénateur d'hiver droite de Paris, d'avoir été l'invité politique de cette partie d'émission. On passe maintenant à l'agenda, ce qui se passe au Sénat, Saveria. La semaine prochaine, il faudra suivre mardi à 14h30. On vient d'en parler, l'examen de la loi Pacte, le projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises. C'est le texte qui comprend notamment, justement, cette question de la privatisation d'ADP et de la Française des Jeux. Mercredi à 10h, une table ronde avec les associations d'élus locaux sur la sécurité des ponts. Dans la foulée du drame de l'effondrement du pont Morandi à Gênes, le Sénat avait créé une mission d'information sur la sécurité des ponts pour savoir si les collectivités territoriales ont les moyens, justement, de les entretenir. Et puis toujours mercredi à 10h30, une autre audition importante, audition sur la prise en charge financière des victimes du terrorisme devant la Commission des finances du Sénat. Semaine chargée, voilà pour l'agenda. On passe maintenant à l'œil 2 dans un instant, rubrique habituelle de cette émission. À tout de suite. Allez, merci. Au revoir. On passe donc à cet œil de Quentin Calmet, journaliste à Public Sénat, spécialiste des tweets tous azimuts. Exactement. Bonjour Quentin, on va revenir comme chaque semaine avec vous sur les faits marquants de la semaine à travers les tweets des sénateurs. On commence bien sûr lundi l'affaire Benalla, l'audition d'Alexandre Benalla. Exactement, la seconde audition ici au Palais du Luxembourg d'Alexandre Benalla. Et je ne vais pas vous surprendre en vous disant que les sénateurs n'ont pas été convaincus par la prestation d'Alexandre Benalla, car il reste beaucoup de zones d'ombre sur les passeports diplomatiques, sur le voyage au Tchad notamment. Et les sénateurs ont préféré
en rire sur les réseaux sociaux, à l'image de François Bonhomme, le sénateur LR, qui a dit « Après son deuxième passage devant la commission d'enquête du Sénat, Alexandre Benalla pourra postuler auprès du Cirque du Soleil pour sa capacité à se contorsionner ou auprès de Zorro pour son mutisme, #Bernardo ». Christophe Frassa, le sénateur LR des Français de l'étranger, lui, il a opté également pour l'ironie. La commission d'enquête pose beaucoup de questions à Alexandre Benalla auxquelles il ne répond pas, mais avec la plus grande sincérité et la meilleure des volontés. Et #foutage de gueule, les sénateurs qui se lâchent sur Twitter. Et enfin, signalons le tweet de Fabien Gay, le sénateur communiste, qui a déjà tiré quelques conclusions en attendant le rapport de la commission. Mais lui, il se félicite sur l'existence du Sénat et des médias indépendants des puissances de l'argent, comme Mediapart, pour aller au bout de l'affaire Benalla. Alors l'autre personnalité qui a électrisé les réseaux sociaux cette semaine, c'est Marlène Schiappa. Oui, tout à fait. Alors il y avait beaucoup de sujets pourtant au Parlement, notamment au Sénat cette semaine, les 80 km/h, la santé des seniors, le piratage des retransmissions sportives. Mais il faut le dire, les messages des sénateurs étaient énormément consacrés à la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Et c'était assez impressionnant à voir sur les réseaux sociaux. Sur quel sujet ? Eh bien, bien sûr, il y avait le sujet de cette participation de Marlène Schiappa à l'émission de Cyril Hanouna, a priori ce soir. Et les sénateurs, notamment à gauche, ont expliqué que le problème n'est pas qu'une ministre participe à une émission populaire, mais participer à celle-ci fait perdre à Marlène Schiappa toute crédibilité dans ses fonctions ministérielles. Balance ton poste, homophobie, sexisme, c'est des accusations qui ont été récurrentes à l'encontre de cette émission. Même son cloche chez les communistes, comme Cécile Cukierman, qui a expliqué « Grande classe, quand on en est là, on s'interroge sur l'avenir de la République ». Marlène Schiappa, les dérapages de Cyril Hanouna, ça vous dit quelque chose? Et enfin, je ne résiste pas à l'idée de vous lire un tweet de Roger Carucci qui explique: Hanouna légitime la venue de Schiappa en affirmant que personne ne doit confisquer le grand débat. Ok, donc on cherche ministre pour participer à Maison à vendre, Top Chef, Qui veut gagner des millions, Scène de ménage, Nos chers voisins, la liste est très longue. Et il termine en disant également quelques pubs dispo. Vous avez bien aussi des tweets de Carucci, j'ai remarqué. Toujours beaucoup d'humour. Il y avait aussi des sénateurs qui ont voulu défendre la ministre, qui ont voulu défendre Marlène Schiappa. Exactement, à l'image de Hassan Magali, l'élu PS de Marseille, qui a dit que ceux qui disqualifient l'initiative de Cyril Hanouna et Marlène Schiappa sont d'un mépris de classe et intellectuel petit bourgeois. Et elle conclut en disant: n'ayez pas peur, populaire n'est pas un gros mot. Et également Julien Bargeton, l'élu LREM, qui a dénoncé l'acharnement contre Marlène Schiappa en tweetant: gardons la mesure. Mais donc un constat cette semaine, c'est que Marlène Schiappa est une des les personnalités les plus clivantes de la Macronie, et ça s'est beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Merci Quentin, c'est dit. Merci Quentin. Calme de Public Sénat. On passe tout de suite à la revue de presse. À tout de suite. Revue de la presse quotidienne régionale, à la une du Dauphiné, libéré Emmanuel Macron face aux citoyens hier dans la Drôme. Et cette image du président discutant, échangeant avec un gilet jaune, 3 heures de discussion avec des citoyens à bord de péage. Pour la première fois, le président s'est trouvé confronté à un gilet jaune. Il lui a répondu sur la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune et sur les sans-abri, sur l'ISF. Emmanuel Macron dit assumer complètement sa politique, au menu des échanges également sur la santé, sur la taxe d'habitation, sur le glyphosate. Emmanuel Macron qui a écouté les critiques et tenté d'y répondre. Et le Midi Libre, dirigé par Olivier Biscay, pouvoir d'achat, fiscalité, démocratie, à sa une aujourd'hui. Grand débat, concertation, cahier de doléances. La discussion est lancée. Que voulez-vous sur le pouvoir d'achat, sur la fiscalité, la démocratie? Midi Libre ouvre ses colonnes à des lecteurs citoyens pleins d'idées, puis à lire également l'interview d'Edgar Morin. Edgar Morin, 97 ans, l'intellectuel s'exprime sur la crise des Gilets jaunes et s'insurge contre le profit déchaîné. Et contre la réforme de Jean-Michel Blanquer à la une de Paris, Normandie, c'est la colère des profs. Les profs contre la réforme Blanquer, les réformes des lycées généraux, de la voie professionnelle et du baccalauréat vont accroître les inégalités, la sélection entre élèves et établissements. C'est la crainte des enseignants qui se mobilisent aujourd'hui dans toute la France. Ils craignent une cartographie profondément inégalitaire de l'offre de formation. Ils dénoncent également une logique comptable qui va laisser sur le bord de la route bon nombre d'établissements scolaires. Et un point d'interrogation à la une du Progrès de Lyon, à des journaux du groupe EBRA. Moins de cancer qu'ailleurs dans cette région, Rhône-Alpes.
Les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes décèdent en moyenne un peu moins de cancers que dans le reste de la France pour la première fois. Une grande étude compare sur plusieurs années la proportion des cas de cancer et de décès à l'échelle des régions et des départements selon les documents publiés pour le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Les habitants de la région décèdent en moyenne un peu moins de cancers que le reste de la population métropolitaine. C'est vrai aussi pour le Rhône. Les situations sont pour autant contrastées selon le type de la maladie et selon les départements. Il s'agit notamment des cancers du poumon, de l'œsophage ou du larynx. Tous connus, les bouteilles consignées. Eh bien, l'Alsace, c'est l'exemple d'un renouveau de ces bouteilles. Elles disparaissent peu à peu en France, partout sauf en Alsace. La consigne pour ces bouteilles n'existe plus qu'en Alsace. Mais là aussi, eh bien, la pratique est menacée. Un réseau va être lancé en février pour défendre le consigné auprès de la grande distribution, le rendre plus visible, plus accessible pour le consommateur. En Alsace, de nombreux supermarchés collectent ces bouteilles avant de les rendre aux brasseries. Merci beaucoup Savaya. On se retrouve donc à partir de lundi pour la troisième partie de l'émission d'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Vous allez voir, ça remonte nettement les moyennes. À tout de suite. Très bonne journée. À demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Le président vient de rencontrer des élus avec un petit changement de formule. Une soixantaine de participants seulement autour d'un déjeuner. Pas de rediffusion en direct sur les chaînes d'information. La séance aujourd'hui, c'est très bien. C'est une mise en scène bien rodée. C'est des invitations filtrées, des prises de parole organisées. Une réponse calibrée. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est des voyages dans une bulle. Oui, c'est bien qu'il les voit. Il les aurait vus plus tôt, ça n'aurait pas été mal non plus. Ce débat et cette invitation à laquelle j'ai accepté, parce que je trouvais que c'est revivifiant. La vertu de cette crise, c'est qu'elle relance le débat, elle donne de la clarté, elle met en lumière ce que beaucoup d'entre nous avons oublié. Je m'englobe. Vous savez, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme on dit dans les zones rurales. Donc je ne juge pas le président Emmanuel Macron aujourd'hui. Mon jugement, je le réserve pour l'après 15 mars. C'est les vraies mesures qui seront prises pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Il s'est invité à la dernière minute. Emmanuel Macron participe ce soir à son premier débat citoyen. Bonjour, je suis ravi. Pardon de m'inviter au dernier moment, j'étais dans la commune. Il y a 12 ans, j'ai créé un réseau qui s'appelle Maman Travail pour venir en aide justement aux mères de famille. J'ai invité Ingrid Levavasseur justement parce que j'entendais ce qu'elle disait, je voyais ses pancartes avec d'autres femmes gilets jaunes. Je suis allée en Sarthe à la rencontre de femmes gilets jaunes. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, vous venez quand? Quand vous voulez, invitez-moi. Depuis le mois de novembre, je vous invite. Alors non, moi j'ai jamais reçu d'invitation de votre part. Mais venez voir dans le Nord-Pas-de-Calais, moi je suis ici pour ça. Et bien écoutez, le rendez-vous est pris, là vous échangerez vos 06 après. Il faut que le grand débat qui se noue en ce moment, dans les 2 mois qui viennent, n'oublie pas ce qui s'est passé hier et qu'on ne retombe pas dans, j'allais dire, les pratiques d'antan. Et ce qui se passe ce soir sur C8 avec Hanouna et Marlène Schiappa. Si nous sortons de ce grand débat comme nous y sommes entrés, alors c'est fini. La coupure entre le peuple et les élites, elle sera définitive. Ce ne sera pas une coupure, ça sera un fossé, ce sera un abîme. Vous avez dit en 2017, à la fin de l'année, il n'y aurait plus de SDF dans les rues. 510 SDF sont morts l'année dernière. Parce que vous n'avez pas mis la politique en place. Moi, je vais vous faire visiter. Je vais vous montrer ce qui se passe. Avec plaisir. Je viendrai. Les femmes qui dorment à l'hôtel dans le Nord-Pas-de-Calais parce que Pôle emploi leur a sucré leur indemnisation pour une connerie de 5 minutes. Je suis dans la même indignation que vous. Je ne dis pas que je réussirai l'année prochaine ce défi. Il faut avoir de l'humilité face à ça. J'ai la même indignation. Mais on va se battre.
Merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous demain, 7h30, samedi, le JT des territoires, je vous présenterai. Et dimanche, 7h30, les meilleurs des interviews politiques de la semaine de Territoire d'Info, dimanche à 7h30. Merci de votre fidélité et on se retrouve lundi également pour la nouvelle matinale d'Info. Au revoir, bon week-end.